www.fmliberté.com. 19h en temps universel, 21h à Paris et Bruxelles, il est 14h à Chicago, d'où émet FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Messieurs et dames, bonjour, vous êtes à l'heure de l'émission Visage d'Afrique, présentée tous les dimanches à pareille heure. Notre invité aujourd'hui, c'est le professeur Pascal Kossivi Adjamagbo. Il est enseignant-chercheur à l'Université Paris 6, Pierre et Marie Curie. Il est également président de la session France de l'Union des forces de changement de Gilles-Christ Olympio. Avec lui, il sera donc question de la crise sociopolitique togolaise, la position de son parti, l'UFC, et surtout l'accord secret qui existerait entre le président togolais Fornia Singbe et l'opposant historique Gilles-Christ Olympio. Nous sommes en synchronisation avec le site letogovie.com. Le Togovie, c'est l'actualité togolaise en vidéo. Eric Alovor est à la technique, Danny Ange m'assiste en studio. Je suis Bill Émile Davolk au micro. Notre invité juste après ceci. FM Liberté, la référence. Professeur Pascal Adjamagbo, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes Togolais résident en France. Oui. Comment se porte aujourd'hui le Togo selon vous? Oui, voilà. Il y a un an, j'ai eu l'occasion d'être interviewé sur la chaîne Africa 24, juste avant les législatives, et j'avais déjà, disons, exprimé mon sentiment sur vraiment l'état du Togo. Je crois que ce qui me paraît le plus grave, c'est la situation économique du pays. Au-delà, je dirais, des questions politiques et de la durée de la conservation du pouvoir, et la situation la plus préoccupante pour moi est d'ordre économique. Les chiffres officiels de l'économie togolaise sont alarmants. Alors que le Togo est le couloir de développement pour plusieurs pays comme le Burkina Faso, figurez-vous que le PIB par habitant du Togo est beaucoup plus faible que celui du Burkina Faso. Selon les chiffres officiels de CIA, le PIB par habitant du Togo en 1912 était de 900 €, alors que celui du Burkina de 1500. Et c'était pareil pour le chiffre du Bénin. Et ne parlons pas du chiffre du Ghana qui est de l'ordre de 3500. Et donc, vous voyez que le Togo décroche économiquement par rapport à ses voisins. Bien sûr, ce chiffre se traduit dans la vie pratique. Et tous nos compatriotes qui retournent au pays, ils ne voient que s'aggraver la misère populaire. Voilà, on cite souvent les chiffres encourageants de la croissance du PIB, qui est autour de 5. Mais avec un niveau de PIB très bas, la croissance n'est pas du tout significative. Donc, ce qui est significatif, c'est le niveau de PIB. Et un autre chiffre, sur 256 pays répertoriés, eh bien, le Togo occupe le 25e rang. Donc, le Togo est le 11e pays avec le plus faible PIB au monde. C'est-à-dire que, si on s'en tient aux chiffres, le Togo fait partie des pays les plus fainéants au monde. Alors que c'est tout le contraire. Et la devise du Togo, n'oublions pas, c'est d'abord travail, liberté, patrie. Eh bien, le pays dont la première valeur est cultivée est le travail, se retrouve parmi les derniers de la classe de l'humanité, plus précisément parmi les pays considérés comme les plus fainéants. Et c'est la situation qui me semble la plus alarmante concernant l'état du Togo. Il n'y a pas de fatalité, nous ne devons pas en rester là. Et il y a un proverbe qui dit que ne faisons pas du lieu de chute un lieu où on prend ses aisance. On ne peut pas rester dans cette situation économique. Nous devons relever le défi. Et nous avons tous les atouts, à la fois sur le plan humain et sur le plan naturel, pour relever ce défi,
pour un jour faire du Togo l'or de l'humanité, comme l'hymne national nous y invite. Je crois que c'est ce que nous devons mettre en avant pour demander un changement d'équipe. Et dans une entreprise, quand une équipe a conduit une entreprise à une faillite objective, la première mesure, c'est de penser à changer d'équipe pour, je dirais, insuffler un nouveau souffle. Donc pour moi, ce qui justifie l'alternance politique au Togo, c'est surtout la situation et la dégradation économique du pays et sa position par rapport aux voisins. Oui, justement, qu'est-ce qui explique cette dégradation économique du Togo? Bon, on constate, en tout cas, c'est un constat irréfutable. Bien, je pense que la longévité excessive de l'équipe dirigeante est pour beaucoup. Et dans toute entreprise, il faut renouveler les personnes, les acteurs, même pour le corps humain. Et le corps humain a besoin de renouveler son sang, de s'alimenter. Et une équipe en place depuis près de 50 ans, qui n'a pas pu relever ce défi économique, et pour des raisons objectifs de gestion, l'équipe doit penser et laisser la place à une équipe qui peut essayer de faire mieux, qui doit faire mieux. Mais ce n'est pas seulement une question d'équipe dirigeante, c'est tout le pays qu'il faut remettre au travail. Il faut insuffler un dynamisme, il faudrait remettre en valeur les valeurs qui sont promues par la devise nationale et par notre hymne national. D'abord le travail. Le travail doit être la première valeur cultivée. Mais il faut permettre à la population de pouvoir travailler. Par exemple, les 3/4 de la population togolaise vit de l'agriculture. Il n'y a eu aucun effort pour structurer le travail de l'agriculture. Il faudrait inciter les paysans à créer des entreprises agricoles, des sortes de coopératives, mais où la gestion doit prendre le pas sur les aspects collectivistes de la coopérative. Et c'est pourquoi je parle d'entreprises agricoles. Et parce que les productions agricoles sont vraiment en deçà de ce qu'on attend. Et d'ailleurs, pour le café et le cacao, la production a été divisée par 4 depuis les années 60, alors que, non, par 3, parce qu'elle était de à peu près 30 000 tonnes de café et de cacao. Maintenant, on est à peine à 8 000. Alors que la population a été multipliée par 4. Donc, il y a un sérieux problème de production. Et comme l'agriculture occupe la plus grande partie des travailleurs togolais, il faut absolument une réforme de l'agriculture par notamment ces coopératives agricoles. Mais il faut, il y a d'autres secteurs vitaux de l'économie. Et il y a, bien sûr, le domaine le plus vital actuellement, c'est le port en eau profonde, et qui peut, je dirais, desservir les pays voisins comme le Nigeria, et même le Nigeria, et même la Côte d'Ivoire. Et donc il faut développer l'infrastructure pour pouvoir acheminer plus facilement les produits arrivés par le port de Lomé vers le Nigeria et même vers la Côte d'Ivoire en passant par le Ghana. Et cela va décupler les activités de ce poumon de l'économie togolaise qu'est le port. Et il y a une zone franche industrielle qui peut produire des produits pour les pays voisins comme le Nigeria. Et il faut, je dirais, développer ces activités industrielles. Et ça donnerait du travail aussi aux Togolais. Il faudrait même faire appel à la main-d'œuvre qui vient des pays voisins si ce programme de développement de la zone industrielle est lancé. Et en ce qui concerne, je dirais, la jeunesse qualifiée, et l'université de Lomé, je crois, un effectif autour de 60 000 étudiants et qui forment chaque année plusieurs diplômés.
n'y a aucune source d'emploi pour ces diplômés. Les plus courageux, les plus téméraires font du zémijan. Donc il faut créer du travail et pour cette jeunesse qualifiée. Or, il existe des solutions de création massive de travail. C'est ce que l'Inde, c'est ce qui a propulsé l'Inde. C'est ce qu'on appelle l'offshore informatique, c'est-à-dire le travail informatique pour les sociétés à l'extérieur. Et ce n'est pas de l'aventure. L'Inde l'a déjà bien expérimenté et l'île Maurice aussi l'a bien expérimenté. Et l'offshore informatique a déjà produit 50 000 emplois 50 000 emplois aux îles Maurice. Et à l'île Maurice, pour une population de 1200 habitants, comme le Togo a 4 fois plus d'habitants, on peut espérer que si ce programme d'offshore informatique est bien développé, au bout d'une dizaine d'années, on peut créer 200 000 emplois pour les diplômés, pour qu'ils travaillent pour des sociétés un peu dans le monde. Vous voyez, bon, il existe beaucoup de possibilités. Et avec les ressources humaines et les ressources naturelles dont dispose le Togo. Mais il faut seulement insuffler ce dynamisme. Et je pense que au bout de presque 50 ans, le pouvoir actuel est à bout de souffle et ne peut pas apporter ce souffle qui sera décisif pour le décollage de l'économie togolaise. Pour remettre donc le Togo sur les rails, les acteurs politiques se sont retrouvés il y a quelques mois pour discuter des réformes constitutionnelles et institutionnelles, histoire d'avoir un grand consensus sur le développement du Togo. Mais malheureusement, ce dialogue, ce 25e dialogue intertogolais a connu un échec. Monsieur Pascal Adjamagbo, selon vous, pourquoi le 25e dialogue politique intertogolais a échoué? Oui, voilà. Et dans un dialogue, il faut cultiver la confiance. Il faut arriver à se dépasser. D'ailleurs, notre hymne national nous invite à cela, aimer, servir, se dépasser et faire de toi Togo chéri lors de l'humanité. C'est indispensable dans une démarche donc de dialogue de savoir se dépasser. Et il me semble que cela a manqué des deux bords. À entendre les commentaires officiels après l'échec, bon, le pouvoir en place a prétendu que ce qui a fait échouer, c'est l'insistance de l'opposition radicale sur l'effet immédiat de la limitation. L'opposition dit que on ne peut pas mettre exprès dans une constitution des dispositions pour favoriser une personne, comme voudrait le faire le pouvoir en place. Eh bien, il fallait dépasser, je dirais, ces revendications partisanes. Avant le vote, j'ai personnellement pris position pour demander qu'il n'y ait pas de la surenchère, soit du côté de l'opposition ou bien du côté du pouvoir. Que la question de l'application immédiate ou différée, que cette question soit mise de côté et que on laisse cette question être tranchée par la Cour constitutionnelle. Et effectivement, les derniers jours avant le vote, l'opposition radicale n'a plus beaucoup insisté sur cet aspect. Mais il faut savoir que, en fait, on ne peut pas imposer la non-rétroactivité. Pourquoi? Parce que quand la dernière réforme a été faite en décembre, 32 décembre 2002, eh bien, cette réforme a été suivie d'effets immédiats. Bon. Donc, il y a eu des exemples où une réforme a suivi d'effets immédiats. Donc, on ne peut pas dire que c'est une hérésie du point de vue juridique que de demander l'application immédiate. Mais il y a des exemples en France, quand Chirac a réformé la durée du mandat pour le ramener à 5 ans. En 5 ans, eh bien, il n'a pas écourté son mandat en cours. Bon, donc, il
dans la pratique, il y a les deux. Il y a la non-rétroactivité et puis l'effet immédiat. Donc, c'est pourquoi il dit que, bon, il fallait savoir un peu se dépasser sur ce point. Hein. Et je crois que cette question a cristallisé, et je dirais, les braquages de points de part et d'autre. Mais, selon moi, il y a quelque chose d'autre qui a profondément manqué dans ces dialogues. Et la classe, les leaders politiques togolais, et notamment de l'opposition, ils n'ont jamais cité l'exemple du Bénin. Comment la conférence nationale, le processus de démocratisation du Bénin, comment est-ce qu'il a réussi? Eh bien, c'est en ayant rassuré le pouvoir en place. Pas seulement rassuré, mais en accordant par vote à l'Assemblée des garanties au président en place pour dire que s'il acceptait de quitter le pouvoir, eh bien, il ne serait pas inquiété, etc. Sans mettre en confiance ces interlocuteurs, c'est difficile d'exiger des concessions. Et malgré, je dirais, la revendication d'intelligence et je dirais de la classe politique togolaise, notamment de l'opposition, eh bien, on peut constater qu'ils ont été moins intelligents que les Béninois et que les Béninois, ils ont obtenu l'alternance au bout de quelques mois de processus électoral, et au Togo, près de 25 ans après, on n'a pas réussi. Hein. Donc, on doit, tard vaut mieux que jamais. Hein. Et on peut revenir sur l'exemple des Béninois et proposer des mesures, non pas des promesses, mais des mesures votées comme l'ont fait les Béninois, pour rassurer ceux qui accepteraient donc de l'alternance, bien qu'ils aient les moyens de poursuivre la conservation du pouvoir. Tout au long de ce débat sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles, certains soupçonnaient l'Union des forces de changement à votre parti de jouer un jeu trouble. Les plus perspicaces affirmaient même que l'UFC a voté en bloc avec le parti RPT Uni pour rejeter le projet de loi sur ces réformes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UFC est encore un parti d'opposition ou un solide allié du RPT Unia? Bon, d'abord, il importe de rétablir la vérité des faits concernant le vote, le vote du projet, le vote avorté du projet de réforme constitutionnelle. Le 4 juillet, le bureau directeur de l'UFC a sorti un communiqué officiel pour faire connaître le vote de l'UFC. Donc le bureau directeur a officiellement dit que, eh bien, les deux députés de l'UFC, ils ont voté pour les réformes. Contrairement à ce que le président de l'ANC a déclaré sur une chaîne française TV5, en affirmant que un des deux députés UFC s'est abstenu, l'autre a voté contre les réformes. Eh bien, sachez que dans un communiqué officiel, l'UFC s'est prononcé et a expliqué comment ces deux députés ont voté. Et d'autre part, sur des radios publiques togolaises, un des députés a revendiqué avoir voté blanc. Donc c'est le député Auré, qui n'est pas de l'UFC. Il a revendiqué publiquement sur, je crois que c'est la radio Canal FM, je ne suis pas absolument sûr de nom de la radio, mais sur une radio publique de Lomé, il a revendiqué avoir voté blanc. Donc, ceux qui affirment qu'un député de l'UFC a voté blanc, eh bien, ils sont démentis par des déclarations officielles, que ce soit par radio ou bien par communiqué du bureau national de l'UFC. Bon, l'UFC a toujours affirmé, notamment en ce qui concerne sa représentation au Parlement, que elle est de l'opposition. Donc la position de l'UFC a toujours été claire. C'est pour cela que quand il s'agit du renouvellement des membres de la CENI, eh bien l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale s'est adressé à l'UFC
en tant que parti d'opposition pour faire ses propositions. Parce que officiellement, l'UFC a revendiqué sa position, son statut d'opposition. Et bien, il n'y a pas de contradiction à être dans un gouvernement et à revendiquer l'opposition. Et par exemple, au Sénégal, Wade était, le président Wade avant de devenir président, était dans le gouvernement de Diouf. Il n'a jamais été considéré pour autant comme un allié de Diouf. Et pour revenir au Togo, le CAR, non seulement le CAR, mais son président a été même Premier ministre. Mais personne jusqu'à maintenant n'a reproché au CAR d'être un allié du pouvoir. Et donc, le CAR dont le président a été un Premier ministre du président actuel est très mal placé pour, je dirais, pour refuter à l'UFC sa position d'être à la fois dans l'opposition et de participer au gouvernement. Alors, comment se porte l'UFC aujourd'hui? L'UFC est un has-been, comme on le dit en anglais, ou bien on doit déjà classer ce parti dans les oubliettes de l'histoire? Ah, ok. Je pense que l'UFC est l'avenir incontournable de la politique togolaise. Je vais m'expliquer. Et l'UFC a introduit une innovation dans la vie politique togolaise par l'accord historique qu'il a signé avec le parti au pouvoir. Dans la présentation officielle, le président national a énuméré les raisons. Il a dit pour l'amélioration de la condition économique, pour la réconciliation nationale et surtout pour l'alternance politique pacifique. Donc l'innovation que l'UFC a introduite dans la vie politique actuelle togolaise, c'est l'alternance politique pacifique, mais négociée. Eh bien, 3 ans après, le leader de l'ANC a repris à son compte cette démarche. Il a déclaré à la plage, je crois le 1er février, que désormais il veut négocier et marcher. Et il a répété ce changement de cap dans une interview qu'il a accordée à RFI quelques jours après avoir été reçu par le président de la République. Donc l'ANC revendique actuellement le droit de négocier et de faire pression et de marcher. Eh bien, donc, vous voyez que déjà l'ANC se rapproche de l'UFC en ce qui concerne les voies pour sortir de la crise, la négociation et la pression. Et c'est pourquoi je dis que l'UFC est l'avenir de la politique togolaise. En sens que je dirais que la voie tracée par l'UFC est la voie obligée pour sortir de la crise togolaise. N'oubliez pas que c'est la voie suivie par l'ANC de l'Afrique du Sud, après plusieurs décennies de lutte armée. Et donc, l'UFC ne peut pas être considéré comme un has-been. L'UFC est nécessairement l'avenir de la vie politique togolaise, en ce sens que c'est la voie de l'alternance politique pacifique négociée qui seule peut sortir le Togo de l'impasse actuelle, notamment après cet échec du dernier dialogue et cette impasse dans laquelle a plongé le rejet des réformes constitutionnelles. Il faut trouver les voies pour relancer l'alternance politique pacifique négociée. L'histoire de l'UFC a été notamment marquée en 2010 par la scission de ce parti et la création de l'Alliance nationale pour le changement. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec vos anciens camarades de lutte? Oui, voilà. Et je pense que beaucoup d'observateurs de la vie politique togolaise ont suivi les explications officielles données par l'UFC
et pas à travers ces deux mémorandums qui sont sortis en février et en mars dernier. Et à la fin du premier mémorandum, et donc l'UFC disait ceci à l'intention de ses anciens dirigeants. Quels que soient les soupçons et les anathèmes jetés par le passé ou aujourd'hui par les uns sur les autres, nous estimons que la réconciliation de la grande famille politique de l'opposition togolaise, que le président national de l'UFC a appelé de ses voeux dans son message du Nouvel An 2014, et qui est un des préalables à côté de l'alternance politique pacifique négociée, comme en Afrique du Sud, à la réconciliation nationale durable, comme en Afrique du Sud, à laquelle voudrait contribuer efficacement la paix des braves Togolais du 26 mai 2010, doit se construire sur les fondations de la vérité et sur la dissipation des ténèbres, des fausses rumeurs, des soupçons et des malentendus par la lumière de la vérité. Donc, dans ces explications données par l'UFC, dans ces deux mémorandums, l'UFC a insisté sur cette réconciliation de la grande famille de l'opposition togolaise qui doit précéder la réconciliation nationale, qui était un des objectifs de la paix des braves signée entre le parti historique de l'opposition togolaise et le parti au pouvoir. Donc, cette position est claire. Même si cette explication entre UFC et ANC, a été ressentie comme un déballage, un règlement des comptes, et au-delà de ces explications, ce qui est visé, c'est ce qui est dit ici, c'est la réconciliation de la grande famille sur les bases de la vérité. Quand des choses inexactes ont été dites, on ne peut pas en rester là-dessus. L'UFC a pris le temps, plus de 3 ans avant de donner ces explications et de fournir même des listes de personnes qui ont demandé à rentrer dans le gouvernement, alors que ces mêmes personnes ont jeté l'anathème à l'UFC pour être entré dans le gouvernement comme l'avait fait Ouad. Voyez. Bon. Donc au-delà de ces explications, c'est bien la réconciliation de la grande famille de l'opposition togolaise et qui est affirmée comme les objectifs officiels de l'UFC. Et personnellement, sachez que j'entretiens de très bonnes relations avec des dirigeants de l'ANC. Oui. Si vous venez de nous rejoindre sur les www.fmliberté.com, sachez que nous sommes à l'heure de l'émission Visage d'Afrique, présentée tous les dimanches à partir de 19h TU depuis le studio de Chicago. Aujourd'hui, nous sommes une fois encore en synchronisation avec nos partenaires de Togovi. Vous pouvez donc nous suivre sur le togovi.com. Le Togovi, l'actualité togolaise en vidéo. Notre invité, c'est le professeur Pascal Kossivi Adjamagbo, président de l'Union des forces de changement, parti d'opposition togolaise. Il est en ligne avec nous depuis Paris. Professeur Adjamagbo, on n'a plus entendu parler de Gilles Christ Olympio. Comment se porte Gilles Christ aujourd'hui? Ah non, très bien, il se porte bien. Vous savez que tout dialogue suppose tout un travail préalable. Ce 25e dialogue a supposé tout un travail, je dirais, préalable et discret. Le président de l'UFC agit beaucoup dans la discrétion pour trouver une sortie à l'impasse dans laquelle nous sommes plongés actuellement. Et j'espère que d'autres leaders de l'opposition togolaise également travaillent activement, efficacement, et cela suppose la discrétion. Donc il n'a pas encore pris sa retraite politique? Ah, loin de là. Je dis que nous avons plus que jamais besoin
et je dirais des hommes de paix, de courage, de réconciliation comme lui, pour trouver les voies et les moyens pour sortir de l'impasse actuelle. Et tout le monde est conscient, surtout dans la position togolaise, que l'alternance politique pacifique au Togo ne peut que être négociée. C'est par la voie, c'est la seule voie de sortie de l'impasse. Et nous avons besoin d'hommes d'État et d'hommes de dialogue, d'hommes de pardon, de réconciliation, comme le président national de l'UFC, pour efficacement trouver cette voie de sortie de l'impasse. Parlant justement de négociations, il y aurait, selon les rumeurs, un accord secret entre Gilles-Christ Olympio et Faure Gnassingbé pour la passation du pouvoir en 2015. Est-ce que Gilles-Christ sera candidat aux élections présidentielles de l'année prochaine et quelles sont ses chances de victoire? Bon, d'abord, en ce qui concerne ces rumeurs, comme vous le dites, bon, ce ne sont que des rumeurs. Et bien sûr, tout accord suppose des discussions préalables et souvent même des volets confidentiels, mais les rumeurs en question n'ont aucun fondement, je vous rassure. Objectivement, et tous les observateurs de la vie politique togolaise, ils sentent que le rapport de force actuellement est entièrement en faveur du pouvoir en place, que le pouvoir en place pourrait continuer indéfiniment si une solution d'alternance politique pacifique négociée n'est pas trouvée. Donc s'il y avait, comme les rumeurs le prétendaient, et un tel accord de passation, eh bien, on ne serait pas dans l'obligation actuelle de trouver une négociation pour l'alternance politique et pacifique au Togo. Et voilà, en ce qui concerne la candidature éventuelle du président national de l'UFC, il a publiquement, dans une conférence de presse, déclaré qu'il n'a pas officiellement arrêté une position et que c'est le congrès du parti qui doit, je dirais, trancher la question. Mais qu'avant que le congrès ne se réunisse, eh bien, le parti doit mettre en place plusieurs fédérations défaillantes qui doivent, elles, à leur tour, envoyer des délégués à ce congrès. Et donc, actuellement, le parti est occupé à mettre en place les fédérations défaillantes et pour organiser le congrès. Donc, avant la tenue du congrès, eh bien, l'UFC ne se prononce pas sur son candidat, le candidat qu'il pourrait présenter aux élections présidentielles. Cela a été raffirmé dans le communiqué publié le 4 juillet par le Bureau national. Et que l'UFC, contrairement à certaines déclarations solitaires qui n'engagent que leur auteur, l'UFC ne soutient aucun autre candidat. Et l'UFC est dans un processus de préparation de son congrès qui doit se prononcer sur son candidat à l'élection présidentielle. Et à ce titre, l'UFC ne soutient encore aucun autre candidat, je dirais, ni de l'opposition togolaise, ni du pouvoir en place. Ça, c'est donc la position officielle publiée le 4 juillet 2014. Mais en cas d'éventuelle alliance en 2015, l'UFC se rapprochera de qui? Du RPT Unir, de la coalition Arc-en-Ciel ou du collectif Sauvons le Togo? Je pense que l'UFC
va tout faire pour présenter un candidat et convaincre que son candidat est la seule personne qui peut garantir l'alternance politique pacifique négociée. Et parce que dans toute négociation suppose une confiance mutuelle et des garanties à apporter. Il ne suffit pas de promettre, il faut des garanties et la confiance ne se décrète pas. Et dans le contexte politique actuel, eh bien, je pense qu'un candidat de l'UFC serait le seul capable d'apporter cette garantie de confiance qui ne se décrète pas pour obtenir l'alternance. Donc, je crois que pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'UFC de choisir entre un candidat de CST, Arc-en-Ciel d'un côté et RPT Unir de l'autre. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Vous pourrez me croire. 2015, c'est juste dans quelques mois et on verra bien. L'autre sujet brûlant de l'actualité africaine est l'épidémie d'Ebola qui a pris une tournure alarmante selon l'Organisation mondiale de la santé. Professeur Adjamagbo, pourquoi, selon vous, les États africains n'ont pas vite maîtrisé la fièvre Ebola? Oui, voilà. Et je pense qu'il y a un défaut d'organisation et à tous les niveaux et dans nos États africains. Et d'ailleurs, d'abord, dans les concertations au niveau régional ou au niveau continental, on n'a jamais parlé de sécurité sanitaire. On a parlé de sécurité alimentaire. C'était l'objet du dernier sommet de l'Union africaine, la sécurité alimentaire. Mais même sur le sujet de la sécurité alimentaire, je n'ai pas entendu parler à l'issue de ce sommet des mesures qui s'imposent. Les mesures qui s'imposent pour garantir la sécurité alimentaire, c'est arrêter, c'est annuler les contrats qui ont accordé d'immenses superficies de terres cultivables à des sociétés étrangères et qui sont un danger pour la sécurité alimentaire du continent. Même le gouvernement américain s'est ému de ce danger. Mais jusqu'à maintenant, vous voyez, les dirigeants africains, ils n'ont pris aucune mesure une mesure réelle pour garantir la sécurité alimentaire. En ce qui concerne la sécurité sanitaire, eh bien, rien n'existe du tout. Rien n'existe. Et dans presque aucun pays, il n'y a des structures de veille sanitaire. Donc, c'est ce défaut d'organisation qui doit être comblé. Bon, maintenant, les vies humaines sont en danger. Il faut trouver des solutions urgentes pour soit guérir ceux qui ont déjà acquis la maladie. On sait que l'espoir de guérison est réel grâce à la guérison des 2 Américains qui étaient contaminés, qui ont été guéris. Et donc, il faut trouver des solutions pour que ce vaccin puisse être produit à plus grande échelle et venir en aide rapidement à ceux qui sont malades. Mais en même temps, il faut prendre des mesures pour, arrêter la diffusion. Et c'est bien connu que les mesures les plus efficaces sont des mesures d'hygiène. Et dans les salles d'attente chez les médecins en France, eh bien, il est imposé des machines qu'on appelle les distributeurs de désinfectants hydroalcooliques, notamment des désinfectants comme le Détol. Et c'est imposé par la loi dans toutes les salles d'attente. Eh bien, des mesures d'hygiène de cet ordre, devant le danger de propagation de l'Ebola, devraient être imposées. Et le gouvernement africain doit trouver les moyens pour mettre de telles mesures d'hygiène à la disposition du plus grand nombre.
Et pour cela, il faudrait trouver des solutions économiques pour produire sur place ces machines de distributeurs de désinfectants. Voilà, ça c'est des mesures concrètes pour, je dirais, arrêter la propagation de l'épidémie. Et maintenant, on doit absolument trouver l'origine scientifique de ces maladies. Tout à fait. Comme pour le sida, oui. L'origine de l'épidémie d'Ebola fait polémique et les théories conspirationnistes refont surface. Partagez-vous ce doute, ce scepticisme? Oui, voilà. D'abord, les termes de complot, de théorie conspirationniste, eh bien, c'est des termes qui sont distillés dans le débat par des personnes qui veulent occulter la recherche de la vérité scientifique. Du point de vue de la science, toute cause, tout effet matériel, tout phénomène matériel a une cause matérielle. Et donc, l'apparition de ces maladies, de l'Ebola et du sida, ont une cause matérielle scientifique. En tout cas, une cause matérielle qui peut être déterminée de manière scientifique. Et la recherche de cette cause, c'est une exigence de la démarche scientifique. Et ce n'est pas une question c'est pas un procès d'intention. Sinon, c'est à toute la science qu'on ferait un procès d'intention. Oui. Et donc, il faut savoir que cette maladie est apparue pour la première fois en Afrique en 1958, c'est le sida. Et puis en 1967 pour l'Ebola. Mais par contre, la première épidémie d'Ebola a eu lieu seulement en 1976, toujours en République démocratique du Congo. Et donc vous voyez que dans l'histoire de l'Afrique, l'apparition est très récente. Et donc on ne peut pas ne pas s'interroger sur l'origine scientifique de cette apparition. Et on a entendu des raisons comme quoi ces maladies seraient d'origine animale. Mais scientifiquement, cette thèse ne tient pas. Parce qu'il y a cohabitation entre les hommes et les animaux depuis des millénaires, de l'Afrique étant le berceau de l'humanité, depuis la naissance de l'humanité. Et ces maladies n'ont jamais été répertoriées. Donc scientifiquement, on doit éliminer cette cause animale. Et même s'il y a eu une médiation animale, eh bien, c'est que cette médiation animale a sans doute bénéficié d'une autre intervention nécessairement humaine. Bon, donc, dans tous les cas, au nom de la science, il est indispensable de déterminer l'origine scientifique pour pouvoir, d'une part, mieux soigner la maladie, trouver des antidotes, puisque pour le sida, il n'y a pas d'antidote jusqu'à maintenant trouvé, et surtout aussi pour prévenir contre des maladies futures qui peuvent être encore plus effroyables. Il faut nécessairement anticiper. Donc au nom à la fois de la science et de la stratégie, il faut déterminer l'origine scientifique pour mieux soigner et pour se protéger dans l'avenir. Et donc ceux qui parlent de complot, c'est une attitude obscurantiste, en tout cas c'est une attitude anti-scientifique. Et la science s'est imposée en repoussant les ténèbres de l'obscurantisme. Et donc c'est l'obscurantisme qui veut encore revenir. Et en ce qui concerne l'origine, l'origine du sida, c'est une question scientifique. En tant que scientifique, j'estime qu'elle doit être tranchée scientifiquement. Et pour, je dirais, contribuer à cette détermination de l'origine scientifique de l'Ebola et du sida, depuis une semaine, avec des collaborateurs, Dr Alovor, qui était intervenu ici en cette radio, et également Dr Kanyana et Mutombo, un ancien fonctionnaire de l'UNESCO, eh bien nous avons lancé une pétition. Et une pétition qui peut être donc trouvée et signée en ligne et intitulée Pétition à l'Union africaine pour une commission d'enquête internationale du Conseil de sécurité de l'ONU
et de l'Union africaine sur l'origine du sida et de l'Ebola. Donc, pour lire le texte complet de cette pétition et la signer comme un acte, je dirais, un acte citoyen, et il suffit de se rendre sur le site pétition24.net, au pluriel, pétition au pluriel 24.net, et chercher la pétition à l'Union africaine. Voilà. Et donc, j'estime que c'est un acte citoyen que tous les Africains, les amis de l'Afrique doivent poser pour que cette origine soit déterminée de manière scientifique. C'est une démarche scientifique. Il ne s'agit pas de complot, il n'y a pas de procès d'intention. Et s'il y a des responsabilités, eh bien, c'est les conclusions de la commission d'enquête qui doit, je dirais, prendre les dispositions et qui s'imposent en matière de responsabilité, à travers éventuellement l'établissement d'un tribunal spécial pour juger disons que les auteurs éventuels de ces maladies. Pour finir, comment l'Afrique doit-elle se préparer dorénavant pour ne plus payer un lourd tribut à des maladies et des épidémies comme Ebola? C'est ça. Donc, de même qu'il y a eu un sommet de l'Union africaine sur la sécurité alimentaire, je crois que la première urgence de l'Union africaine doit être de convoquer un sommet sur la sécurité sanitaire. Et à ce sommet, eh bien que tous les chefs d'État se concertent pour prendre des dispositions concrètes dans leur pays et pour la veille sanitaire et pour la production des vaccins, les mesures d'hygiène. Et dans un communiqué publié il y a quelques jours par Pax Africana, il appelle de ses voeux une synergie des actions de tous les pays africains, en constatant qu'il n'y a pas jusqu'à maintenant une synergie au niveau ni régional ni africain. Or, c'est une maladie qui se moque des frontières. Donc, c'est un sujet qui, par excellence, doit être traité au niveau régional et au niveau continental. Donc, il faut absolument un sommet de l'Union africaine sur la sécurité et sanitaire en Afrique, avec des mesures concrètes à prendre, depuis des mesures d'hygiène jusque des mesures pour déterminer l'origine scientifique de ces maladies qui sont apparues brutalement et pour prévenir les peuples africains contre des maladies futures qui pourraient être encore plus effroyables. Professeur Pascal Adjamagbo, je vous remercie. Merci, c'est plutôt moi qui vous remercie, ainsi que tous les auditeurs. Au revoir. Merci. Merci également à Eric Alanvo pour la technique. Visage d'Afrique aujourd'hui était présenté en synchronisation avec nos partenaires du site Le Togovi, l'actualité togolaise en vidéo. Je suis Bill Émile Davolk au micro, assisté aujourd'hui de Danny Ange. Nous vous retrouverons dimanche prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, toujours à l'écoute de FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Nous émettons depuis Chicago aux États-Unis. Bonsoir. L'ambiance comme il en existe nulle part ailleurs, c'est sur la radio de la diaspora, FM Liberté. FM Liberté est maintenant disponible sur n'importe quel téléphone. Radio FM Liberté a le plaisir de vous annoncer qu'elle est maintenant recevable via vos téléphones portables ou fixes. En appelant le 312 348 51 59. À partir de vos téléphones portables ou fixes, vous pouvez alors nous écouter en direct et sur vos émissions favorites sur la radio de la diaspora africaine. Pas besoin de smartphone, pas besoin de téléchargement ou d'abonnement. C'est simple, immédiat, totalement gratuit et ça marche avec tout téléphone cellulaire ou fixe.
Un seul numéro, composez le 312 348 51 59 312 348 5159. FM Liberté chez vous, là où vous êtes.